Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet du back-end du coup pour Flutterflow. Quelles sont les options que vous propose Flutterflow pour vraiment créer des applications avec un back-end complet. En gros, on va parler des systèmes de base de données et de ceux qui sont vraiment recommandés lorsqu'on est sur du Flutterflow, sachant que comme là on va avoir affaire à une plateforme qui est préconçue avec beaucoup d'éléments préconçus de fonctionnement, de fonctions, d'une dynamique qui va être prédéfinie. En fait, on va quand même avoir un cadre à suivre et du coup, c'est peut-être un des points qui, je pense, va faire que certains projets vont pouvoir être portés avec du Flutterflow et certains ne vont pas l'être. En gros, moi, je vous fais cette vidéo encore une fois à chaque fois quand j'avance dans la formation. Donc là, j'ai déjà traité du coup de Firebase, des fonctionnalités sociales, et là j'ai traité le gros chapitre aussi qui concerne la connectivité, et dans lequel j'aborde tous les appels par exemple d'API, ou en fonction du cas, ça peut être l'API de Google Maps, mais ça peut être des appels à des API, on va dire des API REST, on va récupérer des informations. Après, on peut faire des appels de type POST pour envoyer des données. Donc, on peut effectivement gérer des bases de données complètes avec un serveur web, par exemple, hébergé sur son propre serveur, justement. Enfin, en tout cas, avec quelque chose qui est complètement indépendant. Et on va pouvoir le comparer, du coup, avec un serveur, en tout cas du cloud Firebase pour gérer nos données. Et je pense que c'est un des points qu'il faut vraiment avoir en tête avant de se lancer dans Flutterflow. Donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes toujours pas inscrit, j'ai créé la formation Flutterflow Challenge et vous avez la possibilité de commencer la formation gratuitement. Vous avez du coup tous les liens dans la description. Alors, pour faire simple, on va évidemment comparer un petit peu le fait d'avoir ces données hébergées sur des utilitaires de cloud. Donc on peut parler par exemple de Firebase. Récemment, il y a effectivement Supabase qui est une des alternatives open source de Firebase qui est de plus en plus recommandée, mais ça reste vraiment pour moi très minoritaire en termes de demande sur le marché et puis en termes de fonctionnalités concrètes à prendre en main. De toute manière, il y a quasiment aucun produit équivalent sur le marché que Firebase, puisque Firebase ne permet pas juste de gérer les bases de données, ça permet de faire beaucoup d'autres choses, les notifications push, les cloud functions, il y a énormément de choses qui sont disponibles avec les services de Firebase. Donc de toute manière, pour moi, ça reste un outil qui est incontournable quand on est dans le monde du développement mobile et qu'on fait des applications qui vont avoir vocation à être dynamiques. Alors, la première grosse comparaison qu'on va pouvoir faire entre du Firebase et des serveurs hébergés avec lesquels on va pouvoir travailler en faisant des appels à nos API, c'est que le premier point, c'est que pour Firebase, il faut le reconnaître, c'est que Flutterflow gère très bien tout le fonctionnement des bases de données avec Firebase, avec notamment le service de base de données dédié de Firebase qui s'appelle Firestore, Cloud Firestore. Et donc c'est avec les systèmes de collection et de documents, on va être capable du coup de manipuler toutes nos données. Et ce qui est vraiment très bien fait dans Flutterflow, c'est qu'on va pouvoir déclarer par exemple ces collections en avance en disant voilà, dans cette collection, par exemple la collection qui est préconçue à chaque fois, c'est la collection user, on va avoir différents champs associés à un utilisateur et du coup, dans notre interface ici, après le UI Builder, on est capable de dire ce champ-là, ça va être l'identifiant d'utilisateur, ça va être le nom de l'utilisateur, sa photo, etc. Et si on a envie d'ajouter d'autres champs, on peut le faire. Mais du coup, dès qu'on va faire une action associée à un utilisateur, on peut récupérer ces informations-là, et ça c'est vraiment très pratique. Et notamment, alors il faut le voir, il faut le mettre en pratique pour vraiment s'en rendre compte, mais ce qui est très bien géré avec Firebase aussi, et avec Firestore, c'est les sous-collections. C'est-à-dire moi, je prenais un exemple, par exemple, dans la gestion d'un profil d'utilisateur, pour gérer les photos d'un utilisateur, on crée une sous-collection photo, et donc chaque utilisateur va avoir donc un identifiant dans la collection, un document, et donc ce document qui va être lié à l'utilisateur va lui-même avoir une sous-collection pour stocker toutes ces photos, en tout cas stocker la référence de ces photos dans le stockage de Firebase, et du coup, ces sous-collections-là, c'est très facile de travailler avec elles, puisque dès qu'on connaît l'identifiant d'un utilisateur, on peut accéder à sa sous-collection de photos. Typiquement, ce genre de fonctionnalité, ça peut vous permettre de créer un profil comme on en a sur Instagram avec les informations du profil et ensuite les photos qu'il a postées sur la plateforme. Donc, je pense que le gros point fort pour le back-end de Flutterflow, c'est d'utiliser du Firebase parce que la partie gestion des données est très bien faite, la partie Firestore est vraiment très bien faite. En revanche, il y a un autre point qu'il faut du coup comprendre et vraiment, pareil, il faut un petit peu l'expérimenter, c'est que dès qu'on va manipuler par exemple si on veut rester sur ses propres serveurs, c'est que dans la partie gratuite de Flutterflow, encore une fois pour Firebase, il n'y a aucune limite, et ça c'est quand même très bien, il faut le noter dans
dans la version gratuite. C'est pour ça que moi, tous les tutos, je peux les faire en restant dans la version gratuite de Flutterflow. Je prendrai en fait le mode premium et je vous montrerai tout ce que ça permet de faire dans les dernières vidéos de la formation, notamment pour la publication. Mais en gros, dès qu'on passe avec par exemple ces serveurs dédiés qu'on veut faire et qu'on doit faire des appels d'API pour tout simplement récupérer des données, là on va être limité ne serait-ce que par le nombre d'API qu'il est possible de faire avec le forfait en fait gratuit de Flutterflow, sachant qu'on a 2 appels d'API qui sont gratuits et que dès qu'on en a besoin de plus de 2, on doit passer au mode premium. Et ce qui m'a moi personnellement un petit peu gêné, c'est qu'en fait il n'y a pas de forfait intermédiaire. En fait il y a 3 forfaits, il y en a un gratuit, un intermédiaire et un pro. Et en fait, la différence actuellement, ça peut être amené à changer. Il n'y a pas de différence de nombre d'appels d'API entre la version intermédiaire et le forfait pro. Et donc, directement, on est obligé de passer au forfait pro, qui est actuellement à $70 par mois. Donc, forcément, dès qu'on a un certain besoin, par exemple, de communiquer avec vraiment des API, on passe directement au forfait pro. Alors que quand on manipule du Firebase, on peut rester du coup avec un forfait qui est gratuit, en tout cas jusqu'à ce qu'on s'attende et s'apprête à publier son application. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir et ça peut être un des freins, c'est vrai, pour Flutterflow. Et je pense que du coup, pour moi, ça permet aussi d'orienter certains développeurs vers un choix justement de back-end et en gros, Flutterflow vous encourage très clairement à vous tourner vers du Firebase et vers une gestion des bases de données avec donc le service Cloud Firestore parce que c'est à la fois celui qui, moi je trouve, est vraiment très très bien intégré dans toute l'interface de Flutterflow. Et là, on est mieux que du développement en code pur avec Firebase et Flutter. Avec Flutterflow, c'est plus rapide, c'est mieux conçu, on ne peut pas faire d'erreur. Et dès qu'on fait des tests, ça fonctionne du premier coup. Et c'est vraiment, moi je considère que c'est quasiment pour moi le plus gros point fort de toute la plateforme. On aurait pu parler de UI Builder, etc. Mais finalement, c'est vraiment d'associer ce UI Builder là, le fait de créer des colonnes, des grid views, des listes, etc. et de les synchroniser avec Firebase, avec des collections en réel en quelques secondes. C'est ça qui est vraiment incroyable avec Flutterflow. En revanche, dès qu'on va avoir un back-end propre qui va être hébergé sur des serveurs tierces, là, je pense que Flutterflow, ça peut devenir contraignant parce que techniquement, en fait, c'est tout à fait faisable. Mais il y a cette idée qu'en fait, au bout de 2 appels d'API qu'on a déjà déclarés, les autres vont vous demander d'avoir le forfait premium. Donc ça, je pense que pour certains, ça peut être un point faible. Et puis, d'une manière générale, c'est vrai que les gens qui ont tendance à utiliser exclusivement Firebase, c'est souvent des gens qui n'ont pas leur propre serveur ou qui n'en ont pas envie. Et pour des raisons parfois de coûts et d'économie de coûts, il y en a qui préfèrent justement avoir leur propre serveur, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, pour faire des économies, on ne va pas utiliser Firebase. Mais du coup, c'est un peu cette idée finalement, utiliser Flutterflow ou utiliser Firebase, c'est utiliser des outils qui sont souvent peut-être plus faciles à prendre en main, bien que, il faut quand même maîtriser un petit peu l'outil, mais ça facilite l'expérience et vraiment la gestion est facilitée. Par contre, il y a des coûts qui vont être associés. Donc Flutterflow, la plateforme en elle-même peut devenir payante en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin. Et Firebase, c'est un coût en fait à l'utilisation et plus précisément au nombre de requêtes que vous allez effectuer. Donc quand vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, c'est pas gênant, ça vous coûte rien, mais dès que vous passez les 10 000, les 50 000 utilisateurs qui peuvent être récurrents dans votre application, là on peut avoir des coûts associés et ça va varier évidemment en fonction de chaque projet. Donc pour faire simple, moi ce que je vais vous conseiller si vous faites du Flutterflow, orientez-vous un maximum sur des applications qui vont être gérées avec du Firebase et intégrer certaines des API qui peuvent être complémentaires à votre gestion des bases de données pour avoir accès à certaines infos. Moi, je vous l'ai montré dans mon application de crypto-monnaie. J'utilise une API de crypto-monnaie et de news. J'ai réduit cette version-là de l'application à 2 appels d'API et ça reste faisable. Mais il y a certaines applications, c'est pas possible. Par exemple, je vous ai parlé aussi de mon application personnelle, donc Driss AS, où je vais vouloir, par exemple, récupérer toutes les données de mes formations et les rendre accessibles aux membres des formations. Là, pour cette application-là, j'ai peut-être 4 appels d'API différents à faire, et donc ça, je suis obligé d'avoir le mode premium. En soi, moi, ça ne me dérange pas à titre personnel, mais je sais bien que ça va impacter le choix des gens, à passer sur du Flutterflow ou pas. Mais vous voyez aussi que ça veut dire que quand on a ce choix de plateforme-là, le choix du développement de Flutter reste un choix du coup tout à fait pertinent, et à partir du moment où on a d'ailleurs des meilleures compétences, ça devient beaucoup plus facile pour moi de prendre ce genre de décision. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment être accompagnés, qui n'ont pas forcément de compétences justement de développeurs, là il n'y a pas photo, Flutterflow ça reste la plateforme sur laquelle il va falloir se former. Moi ça fait maintenant plusieurs mois que je suis dessus, je vois tous les jours les bienfaits de cette plateforme.
Il y a certaines limites, et c'est notamment dans ces sujets-là qu'on atteint un petit peu les limites de la plateforme Flutterflow, mais malgré tout, quand on est dans l'outil et qu'on veut bien l'utiliser, il y a toujours moyen de vraiment bien s'en servir et de faire des choses de toute façon absolument incroyables, sachant que, quand je vous ai dit qu'une des fonctionnalités qui était vraiment magique avec Flutterflow et Firebase, c'était le fait de synchroniser avec des données Firebase en quelques secondes avec les appels d'API. Moi, ce que je vous montre, c'est qu'on peut le faire en quelques secondes aussi. On fait un appel d'API, par exemple crypto-monnaie ou autre, on récupère une liste et on affiche les données de cette liste en littéralement quelques secondes. Et ça, je vous le montre notamment dans la formation et dans le chapitre dédié de Flutterflow Challenge, qui est dédié à la connectivité. Mais là, par exemple, j'ai fait aussi un chapitre sur les jeux vidéo et donc je vous apprends à créer des mini-jeux avec Flutterflow et en utilisant en fait ce genre d'API là, et ça se fait, on va dire, très très facilement, vous allez le voir. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était le back-end en fait de Flutterflow. Qu'est-ce que je vous conseille? Donc là je vous conseille vraiment de vous recentrer sur du Firebase et d'utiliser si possible quelques appels d'API, mais en gardant en tête que les appels d'API, eh bien, ils vont être limités au nombre de 2, en tout cas dans les forfaits actuels. Ça peut être amené à évoluer et du coup ça pourrait aussi changer la donne à l'avenir si on a un forfait intermédiaire et donc un peu moins cher, avec du coup la possibilité aussi d'avoir plus d'appels d'API. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!